Alors, permettez-moi de planter le décor comme dans un film. Alors, tout le monde, à propos de film, donc la plupart d'entre vous connaissent ce film qui a eu énormément de succès et qui s'intitule « Elle est diabétique, hypertendue, elle ne veut pas mourir ». Et là, si on regarde sur la transition alimentaire, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on croit plutôt, donc il est vraiment, on est très loin comment dirais-je, on pense souvent qu'avant c'était meilleur. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la transition alimentaire. Et par la transition nutritionnelle, et là je remercie madame qui m'a tendu la perche tout à l'heure, c'est pas du tout mieux maintenant. Je vous invite juste, bon, l'occasion trop belle pour vous culpabiliser, je vous invite à réfléchir un peu 15 secondes à ce que vous venez de manger comme sucre, gras et sel lors de la pause café. Et la plupart, c'est-à-dire la problématique est différente, disons la vision est différente selon les acteurs de la nutrition. Le ministère de la Santé a une vision différente, les chercheurs, les médecins, les industriels, chacun a une vision différente. C'est pour cela que donc, il fallait donc un cadrage. Ce cadrage a commencé en 1994, lors de la première conférence internationale. Les orientations stratégiques de cette première conférence internationale de nutrition étaient la lutte contre les carences aux micronutriments. La deuxième conférence, qui a eu lieu donc en 2014, malheureusement il est toujours question de lutte contre les carences aux micronutriments. En plus de ça, il est question de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au mois d'avril, en fait ça s'est passé le 1er avril, je n'ai pas voulu mettre le 1er avril, mais c'est le mois d'avril qu'il y a eu donc on a validé, ou plutôt adopté la résolution, comme quoi l'année, plutôt la décennie 2016-2015, comme étant la décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition. Et la professeure Anne certainement va en parler. Regardez, les Nations Unies invitent la société civile, le secteur privé, les universités, c'est-à-dire le milieu universitaire, à appuyer activement les actions de la décennie de nutrition des Nations Unies, et d'une manière assez volontaire. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la recommandation 14 de la deuxième conférence internationale. Et la recommandation 14, il est question de la réduction de la consommation du sucre, du sel et du gras. Les objectifs de développement, en fait, ne sont qu'un continuement des objectifs de millénaire. Regardez l'objectif numéro 2, il traite de la nutrition, c'est dire à quel point la nutrition est fondamentale. Et parmi les 17 objectifs de développement, il y en a 12 qui traitent directement des indicateurs qui sont directement axés sur la nutrition. Et le rapport global de nutrition qui vient de paraître, il a repris les objectifs de la deuxième conférence internationale. Il a repris ici les cibles mondiales de l'OMS. Et regardez, il est question de stopper la hausse de la prévalence du diabète, de l'obésité et du surpoids. Et dans ce rapport, on trouve qu'à peu près, parmi les 7 milliards de la population, il y a 2 milliards qui souffrent de carences en micronutriments et 2 milliards qui souffrent du surpoids et d'obésité. Et puis vous avez une personne sur 12, donc un diabète. Et ça, c'est parmi les 17, je reprends un peu en fait votre diapo, c'est parmi les 17 objectifs, il y a 12 d'objectifs de développement durable qui traitent donc, de la nutrition. Là, le rapport global de 2015, là, il montre que la situation du Maroc par rapport à la situation mondiale,
en ce qui concerne les carences en micronutriments et les maladies non transmissibles. Donc on est assez mal, le Maroc est assez mal loti. Et je reviens à cette recommandation de la réduction de la consommation du sucre, du sel et des acides gras. Alors en ce qui concerne le sucre, là on a fait une étude pilote au niveau national, et on s'est rendu compte que plus de 70% de cette population qu'on a enquêtée, donc ils perçoivent le goût sucré à 27 millimoles, c'est-à-dire par rapport à 10 millimoles à une population caucasienne. C'est-à-dire que le Marocain, le palais du Marocain pour le sucré est plus important par rapport à une population caucasienne. Et ce qui est le paradoxe, c'est que dans l'échelle internationale, on assiste à une diminution de la production du sel, plutôt du sucre, et une augmentation de la consommation du sucre. Et ce qui est aussi là où le bas blesse, c'est que le Maroc importe 2 fois plus que ce qu'il produit en matière de sucre. Et parmi la caisse de compensation, la caisse de compensation, c'est 35 milliards de dirhams, et 5 milliards de dirhams sont donc alloués à la farine de sucre. Alors, pour la stratégie notamment de la réduction de la consommation de sucre, c'est-à-dire ce qui est à l'échelle nationale, dans le cadre du plan national, donc on est amené à limiter à 10% la consommation de sucre par rapport à l'apport énergétique quotidien. Pour faire plus simple, il faut consommer moins de 50 grammes de sucre par jour. Et là, c'est la dernière définition concernant donc le sucre libre. Il concerne, qui a été adopté par la FAO en 2015, il concerne le glucose, le fructose et le saccharose qui sont ajoutés dans les aliments et boissons, et aussi les sucres qui sont naturellement présents dans le miel, le sirop et les jus de fruits. Et c'est le seul pays qui est en date d'aujourd'hui, donc d'une façon générale, on sait maintenant qu'il faut consommer moins de 50 grammes pour toute la population de sucre, mais le seul pays donc c'est-à-dire qui a donné des valeurs pour les enfants de 4 à 6 ans, de 7 à 10 ans et les enfants de plus de 11 ans, c'est l'Angleterre. Donc il conseille à ce qu'on consomme moins de 19 grammes par jour pour les enfants de 4 à 6 ans, moins de 24 grammes pour les 7 à 10 ans et moins de 30 grammes pour les enfants de 11 et plus. En ce qui concerne le Maroc, le Marocain consomme plus de 90 grammes de sucre par jour. Et ces 90 grammes, donc, si vous voulez, ils dépassent les 10% de l'énergie totale. Donc il faudrait qu'on arrive à baisser donc, la consommation du Marocain pour qu'il soit entre 5% et 10% de l'apport énergétique. Et ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à mon ami Hichem Bri, et qui montre que plus de 70% des décès 75% des décès au Maroc sont donc imputables aux maladies non transmissibles. Et cette diapositive est intéressante pour la simple raison qu'elle montre que dans la région Emro, la progression de l'obésité est plus importante par rapport à la région Euro. Et le Maroc, donc. Alors, ça aussi c'est assez intéressant. On connaît tous la limite de l'INSEE. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est lorsqu'on a le même INSEE. Et là, il y a un travail qui a été publié en Lancet qui montre qu'il y a un facteur de l'ethnicité qui joue un rôle important. C'est-à-dire que 2 personnes qui ont le même INSEE, et qui sont considérées un INSEE normal, ne sont pas forcément dépourvues de problèmes, d'excès de masse grasse. Et là, on voit très bien que là, il y a une redéfinition de l'obésité, et les Chinois donc, ont considéré qu'on est obèse à partir de l'indice de masse corporelle de 28. Et le Japon à partir de 25. Et la Mauritanie, là j'ai un travail que j'ai fait avec le gouvernement mauritanien, je pense que maintenant on se dirige vers, à partir de 26, la population mauritanienne considérée comme obèse. Parce qu'ils développent des maladies donc, qui sont liées à l'obésité à partir d'un facteur de l'INSEE. Alors pour la prévalence du diabète dans la région Emro,
Donc, comme l'a dit tout à l'heure Mme Mouzouni, donc on attend donc, l'enquête nationale pour nous donner le chiffre donc, actualisé. Les projections du diabète, par exemple pour le Maroc, d'ici 2030, avec les projections, si on ne fait rien, donc on va se retrouver pratiquement doubler, si ce n'est pas tripler, les prévalences du diabète. Alors en 2000, on est à 15 millions dans la région IMRO, actuellement, c'est-à-dire en 2000, on est à 15 millions, en 2014, on est pratiquement à 22 millions, et enfin, la projection pour 2030, c'est 42 millions de diabétiques dans la région IMRO. Et pour la tendance de la consommation de sucre dans ces régions de l'OMS, vous voyez la région MRO, elle a tendance à rejoindre la région OO. Tout à l'heure, madame en a parlé. Par exemple, si vous regardez la tendance de la production alimentaire, industrielle, nous avons les biscuits, c'est pratiquement en 20 ans, il y a un facteur de 17. Pour les bonbons au chocolat, un facteur de 4. Pour les glaces et sorbets, un facteur pratiquement de 12. Et le champion, c'est les pâtisseries, c'est pratiquement une augmentation d'un facteur de 115. Et pour le thé, notre boisson nationale, elle représente plus de 64% de la consommation chaude au niveau national. Et comme on dit au Maroc, entre une mahlaba et une mahlaba, et entre un café et un café, il y a un café. Donc vous voyez donc, la progression de l'évolution de ce commerce alimentaire. Et alors pour le sel, la même chose, une étude que nous sommes en train de mener a montré que donc, l'échantillon sur lequel nous avons travaillé, ils perçoivent, plus de 80% perçoivent donc le goût du salé à partir de 15 millimoles, comparé à 10 millimoles à une population caucasienne. Donc le but c'est d'atteindre, c'est-à-dire d'ici 2030, à ce qu'on consomme moins de 5 grammes par jour, ce qui correspond à moins de 2 grammes de sodium. Là, c'est juste un travail donc, qui a été fait, qui montre qu'il y a une élévation annuelle de la pression osmotique en fonction de la consommation quotidienne du sel. Et ce travail aussi montre, donc Berry montre qu'il y a, plus on consomme du sel, et plus il y a donc une augmentation de décès par AVC. Et si vous voyez carrément à droite, donc le Maroc, on est entre 8,63 à 11 grammes par jour de NaCl, ce qui fait on a dépassé carrément l'Espagne et le Portugal. Ça, c'est une étude de Koch qui montre qu'en diminuant la consommation de sodium, on peut diminuer de 25% les accidents cardiovasculaires. Ça aussi, c'est un travail qui a été fait au Japon, qui a montré dans la région de la province d'Akita et au niveau du pays, lorsqu'on diminue de 1,4 grammes par jour la consommation du sel, ou bien de la province d'Akita de 4 grammes par jour, on diminue pratiquement la mortalité par AVC, pratiquement de 80%. Et la même chose, ce travail qui a été fait en Finlande, plus on diminue la consommation du sel, et plus on diminue la mortalité par AVC. Alors, à propos du coût, pour le coup, regardez les États-Unis, par exemple, ils arrivent, en diminution de 3 grammes par jour, ils arrivent donc à économiser de 10 à 24 milliards de dollars. Alors, au niveau du Maroc, il y a un travail que nous avons fait. Nous avons trouvé, par exemple, que chez les enfants de 8 à 14 ans, ils ont un excès de 70% d'excès de sodium urinaire. Donc, c'est l'urine de 24 heures. Et nous avons fait aussi le même travail sur le rappel 24 heures, en nous basant sur la table de composition alimentaire. Nous avons trouvé plus ou moins le même résultat. Et aussi un travail qui a été fait par mon ami et collègue Ftah Derwish, donc sur le pain. Donc, on a trouvé que au niveau national, les boulangeries au milieu urbain utilisent pratiquement 18 grammes de sel par kilo. Et le travail que notre équipe a été fait au niveau rural, c'est 10 grammes par kilo. Et pour vous dire, au Maroc, on consomme plus de 360 grammes de farine par jour, pour vous dire à quel point donc, nous sommes des robes. Et si vous regardez, rien qu'avec le pain, rien qu'avec le pain, les 364 grammes, on est déjà pratiquement à 6 grammes par jour. Donc on a déjà dépassé les 5 grammes. Voilà, alors le dilemme. Et là, c'est mon ami donc, Mouzouni. Donc, le problème, c'est réduire la consommation du sucre et l'érosion du sel.
Et Mozouni est accroché, ça s'accroche définitivement à ne pas du tout bannir le sel et à le garder pour cette histoire pour l'histoire d'éducation. Mais on peut très bien réduire la consommation du sel tout en augmentant la quantité d'iode. Et je pense que Mme Mozouni en parlera tout à l'heure. Alors pour les acides gras, c'est la même chose pour le sucre. Ce qui est demandé, c'est qu'on ne dépasse pas les 10% provenant des acides gras saturés par rapport à l'énergie, à l'apport énergétique total. Et aussi de ne pas dépasser 1% d'énergie provenant des graisses trans d'origine naturelle. Cette diapo montre très bien que c'est quelqu'un qui va acheter quelque chose au niveau d'une grande surface, et puis il lui demande s'il y a quelque chose qui ne contient pas des acides gras trans, il répond les cigarettes. Pour vous dire donc qu'au Maroc, on baigne dans les aliments qui contiennent des acides gras trans. Et ça, c'est aussi un outil qui peut être intéressant pour les médecins. Nous avons mis en place une table de composition alimentaire qui contient à peu près tous les aliments qui sont consommés au niveau national. Et on retrouve un peu les acides gras, on trouve la quantité de sel, du sucre et du gras qui existent dans tous les aliments, donc au niveau national. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut sortir du nid. Pourquoi sortir du nid? Parce qu'on dit que l'industriel, il est à l'origine du problème, mais l'industriel peut être aussi la solution. Qu'est-ce qu'a fait notamment la direction de l'épidémiologie? Donc en invitant les industriels à deux ateliers, l'atelier de sel, l'atelier du sucre, et puis l'atelier de gras qui est en préparation. En ce qui concerne l'atelier de sel, donc il y a un success story, c'est que depuis pratiquement 2 ans, les boulangers ont diminué de 10% la teneur en sel dans le pain, sans que la population s'en rende compte. Donc voilà, et ça d'ici 2018, donc on va arriver à une diminution pratiquement de 30%. Voilà. Pour le sucre, ce qui a été dans le cas de l'atelier, donc que ce soit pour les boissons sucrées, jus et nectar, que ce soit aussi pour le pain, viennoiserie et chocolaterie, et aussi pour les produits laitiers, donc ils se sont engagés à diminuer de 10%, de 10 à 10-15% chaque année, et d'ici 2019 qu'on arrive à une diminution de 30%. Et sur le marché, déjà les multinationales ont déjà commencé, sont les cités, ont déjà commencé à diminuer de 10% la teneur de sucre dans leurs produits manufacturés. Voilà, alors ce qui est nouveau aussi dans le cadre de ce plan, c'est que le 4 août, il y a l'étiquetage des produits alimentaires. Dorénavant, aucun produit alimentaire, c'est-à-dire transformé, ne peut, ne pas mettre un étiquetage qui fait et relate la quantité de sel ajouté et la quantité de sucre ajouté. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on achète un produit, on voit qu'il y a par exemple du sucre, on voit par exemple du sodium, mais c'est-à-dire la quantité de sel n'est pas mentionnée, la quantité de sucre ajouté n'est pas mentionnée, aussi les acides gras. Donc là, c'est un bon acquis pour le Maroc, et je pense à l'échelle de l'Afrique, le Maroc a été le premier à mettre cet étiquetage. Voilà, merci.